7h15, le 14 juin 1944, le bidasse britannique William Richardson gisait sur une civière de fortune, dans un hôpital de campagne allemand près de Caen, sa jambe gauche déchirée par des éclats d'obus. Le sang s'infiltrait à travers le bandage. Il attendait la mort, ou pire. Soudain, un médecin allemand s'agenouilla près de lui, le capitaine Dr Friedrich Hartmann, et commença à examiner la plaie, avec des mouvements calmes et précis. « Vous allez vivre. »« Soldat !» dit Hartmann, dans un anglais hésitant. « Je vais sauver votre jambe. » À cet instant précis, Richardson fondit en larmes, pas de douleur, mais d'incrédulité. L'ennemi le traitait comme un être humain. Richardson n'était pas un cas isolé. De la Normandie à l'Italie, des Ardennes au Rhin, des milliers de prisonniers de guerre alliés ont vécu le même moment, choquant, des médecins, des infirmiers et des aides-soignants allemands. Prenaient soin des ennemis blessés, comme s'il s'agissait de leurs propres fils, des hommes qui, quelques heures auparavant, s'étaient tirés dessus, se retrouvaient côte à côte, dans les mêmes hôpitaux de campagne. Et le traitement n'était pas seulement correct, il était exceptionnel, méticuleusement documenté, incontestable. William Richardson avait 22 ans, un simple bidasse de Marseille qui n'avait jamais voyagé plus loin que Lyon. Le 6 juin 1944. Il débarqua à Sword Beach, en Normandie. 8 jours plus tard, un obus allemand explosa à 3 mètres de sa position. L'onde de choc le projeta contre un char. Quand il reprit conscience, il était dans un hôpital de campagne allemand improvisé. Sa première pensée, « Ils vont me laisser crever ». La propagande britannique avait martelé pendant des mois que les soldats allemands ne soigneraient pas les blessés. Ce serait plus rapide, plus simple, plus cruel. Mais quand Richardson ouvrit les yeux, il vit quelque chose de complètement différent. Des aides-soignants allemands se déplaçaient entre les rangées de blessés, britanniques, américains, canadiens, et traitaient chacun d'eux avec la même urgence. Un jeune infirmier allemand, à peine 18 ans, changea le bandage de Richardson et lui fit boire de l'eau. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'épuisement. Le jeune homme n'avait pas dormi depuis 36 heures. Et pourtant, il continuait, de blessé en blessé, quel que soit l'uniforme. Le docteur Friedrich Hartmann avait 41 ans, chirurgien de Munich, et père de 3 enfants. Avant la guerre, il dirigeait le service de chirurgie de l'hôpital de Munich. En juin 1944, il commandait un hôpital de campagne mobile de la Wehrmacht en Normandie. Ses ordres étaient clairs. Traiter tous les blessés, conformément aux conventions de Genève, sans distinction entre amis et ennemis. Hartmann prenait ses ordres, très au sérieux. Dans son journal, publié plus tard par sa veuve, il écrivit « Un soldat blessé n'est plus un ennemi, c'est un patient. Mon serment s'applique à tous les hommes, pas seulement aux Allemands. » Le matin du 14 juin 1944, des aides-soignants amenèrent 47 bidasses britanniques blessés à l'hôpital de campagne d'Hartmann. Beaucoup souffraient de blessures graves, éclats d'obus, blessures par balle, fractures. Hartmann et son équipe travaillèrent sans relâche. Ils opérèrent Richardson en premier, parce que sa blessure était la plus critique. L'opération dura 3 heures. Hartmann retira 23 éclats d'obus, sutura des artères déchirées, stabilisa l'os. Richardson survécut, et sa jambe aussi. Des années plus tard, lors d'une interview en 1989, Richardson se souvint « J'étais allongé sur cette table d'opération et je pensais que j'allais mourir. Mais, le docteur, Hartmann travaillait sur moi, comme si j'étais son propre frère. Ses mains étaient si précises, si calmes. Quand je me suis réveillé et que j'avais encore ma jambe, j'ai pleuré de gratitude et de honte pour tout ce que je croyais sur les Allemands. Mais la surprise ne s'arrêta pas à l'opération. Le suivi fut tout aussi remarquable. Richardson fut transféré dans une salle d'hôpital,
où des soldats allemands et alliés blessés étaient allongés côte à côte. Des infirmières allemandes changeaient les pansements, donnaient des médicaments, apportaient de la nourriture. Personne n'était traité différemment. Un bidas canadien, le caporal James MacDonald, était allongé dans le lit à côté de Richardson. MacDonald avait perdu ses 2 bras. Une infirmière allemande, sœur Anna Bergman, le nourrissait 3 fois par jour, l'aidait à boire, changeait ses pansements. MacDonald écrivit plus tard dans son journal « Sœur Anna m'a traité avec plus de dignité que certains de mes propres officiers. Elle ne voyait pas un ennemi, elle voyait un homme qui souffrait. » Les soins médicaux respectaient des normes strictes. Selon la Convention de Genève de 1929, les prisonniers de guerre blessés devaient recevoir le même traitement que leurs propres soldats. L'Allemagne prenait cet engagement au sérieux, du moins sur le front occidental. Les hôpitaux de campagne tenaient des registres détaillés pour chaque patient. Les opérations étaient consignées. Les médicaments étaient distribués équitablement. Le Comité international de la Croix-Rouge inspectait régulièrement ces établissements et confirmait que les normes étaient respectées. À l'hôpital de campagne près de Caen, le docteur Hartmann documenta chaque cas. Entre le 6 juin et le 30 juin 1944, lui et son équipe traitèrent 234 bidas alliés blessés. Parmi eux, 201 survécurent, un taux de survie de 85,9%. Exceptionnel. Pour un hôpital de campagne, à titre de comparaison, les hôpitaux de campagne britanniques, dans la même région, rapportaient des taux de survie entre 78% et 82%. Les Allemands, dans des conditions plus difficiles, avec moins de provisions, obtenaient de meilleurs résultats. Pourquoi? Richardson croyait connaître la réponse. Ce n'était pas seulement la compétence, dit-il en 1989. C'était le dévouement. Ces hommes et ces femmes ne nous voyaient pas comme des numéros, ils nous voyaient comme des vies qui devaient être sauvées. Le docteur Hartmann travaillait 18 heures par jour. Sœur Anna dormait 4 heures par nuit. Ils ne faisaient pas ça parce qu'on leur ordonnait. Ils le faisaient parce que c'était juste. Mais ensuite, les prisonniers découvrirent quelque chose qui remettait en question toute leur propagande. Début juillet 1944, Richardson fut transféré dans un hôpital permanent pour prisonniers de guerre, l'hôpital 203 près de Rennes. Là, il rencontra des dizaines d'autres soldats alliés blessés. Tous racontaient la même histoire. Des médecins allemands qui sauvaient des vies, des aides-soignants allemands qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes, des infirmières allemandes qui offraient du réconfort. Un pilote américain, le capitaine Robert Mitchell, raconta son histoire à Richardson. Mitchell avait été abattu au-dessus de la Normandie le 12 juin. Son parachute s'était ouvert, mais il s'était cassé le dos à l'atterrissage. Des soldats allemands l'avaient trouvé dans un champ. Ils l'avaient transporté sur une civière de fortune pendant 8 kilomètres jusqu'à l'hôpital de campagne le plus proche. 8 kilomètres en territoire ennemi, sous le feu de l'artillerie alliée. Ils auraient pu l'abandonner. Personne ne l'aurait su. Mais ils l'ont porté. Ils l'ont sauvé à l'hôpital. Un neurochirurgien allemand, le docteur Wilhelm Becker, opéra la colonne vertébrale de Mitchell. L'opération dura 6 heures. Becker utilisa ses dernières réserves de morphine pour soulager la douleur de Mitchell. Mitchell finit par se rétablir. Sa paralysie n'était que temporaire. En 1946, il pouvait de nouveau marcher. « Le docteur Becker m'a rendu la vie », écrivit Mitchell en 1975. « Il ne m'a pas traité comme un ennemi. Il m'a traité comme un patient, comme un être humain. Je ne l'oublierai jamais. » Les témoignages se multipliaient. À l'hôpital de campagne 203, des blessés de toute l'Europe étaient rassemblés. Des Britanniques venus de Normandie, des Américains rescapés des Ardennes, des Canadiens ayant survécu à Dieppe, tous rapportaient que les soins médicaux qu'ils avaient reçus des Allemands avaient dépassé leurs attentes.
et de loin. Thomas Whitfield, un sergent britannique, avait perdu son bras droit. Un chirurgien allemand, le docteur Hans Müller, réalisa une amputation complexe pour éviter toute infection. Müller rendait visite à Whitfield chaque jour. Il vérifiait la cicatrisation, lui parlait d'une voix rassurante. Il voyait la peur dans mes yeux, se souvient Whitfield, et il prenait le temps de me réconforter. Pas vite fait, pas en surface. Il s'asseyait, me tenait la main et m'assurait que j'allais survivre. C'est ce qu'a fait un ennemi. L'impact émotionnel était profond. Beaucoup de soldats alliés avaient tiré sur les Allemands pendant des mois, les considérant comme des monstres, croyant leur propagande. Maintenant, ils étaient allongés dans des hôpitaux de campagne allemands, sauvés par des médecins allemands, soignés par des infirmières allemandes. La dissonance cognitive était presque insupportable. Comment des monstres pouvaient-ils agir avec une telle humanité? William Richardson décrivit ce conflit intérieur dans une lettre à sa mère, acheminée par la Croix-Rouge en août 1944. « Mère, je ne sais plus quoi penser. Les hommes qui voulaient nous tuer sont maintenant en train de nous sauver. Le docteur Hartmann a travaillé toute la nuit pour sauver ma jambe. Sœur Anna m'apporte du pain en plus tous les matins. Elle sourit et me demande comment je vais. Sont ça les monstres dont on nous parle, ou sont-ils juste des gens piégés dans la même guerre terrible que nous? Les dossiers médicaux confirment l'expérience de Richardson. Entre juin 1944 et mai 1945, les hôpitaux de campagne allemands du front de l'Ouest ont traité environ 67 000 soldats alliés blessés. Les taux de survie étaient constamment supérieurs à 80%. Pour les blessures graves, amputations, blessures par balles à l'abdomen, traumatismes crâniens, les chirurgiens allemands atteignaient des taux de survie de 65 à 70%, contre 55 à 60% dans les hôpitaux de campagne alliés dans des conditions similaires. Ces chiffres racontaient une histoire à laquelle personne ne s'attendait. Les médecins allemands, souvent avec moins de ressources, obtenaient de meilleurs résultats, pas par magie, par dévouement, par la conviction que chaque vie comptait, quel que soit l'uniforme porté. À l'hôpital de campagne 203, Richardson vécut un moment qui changea sa vie. En septembre 1944, un soldat allemand grièvement blessé fut admis. Un jeune caporal de 19 ans, les deux jambes déchiquetées par une mine. Le docteur Hartmann était absent. Un autre chirurgien opéra. Le garçon mourut sur la table d'opération. Richardson vit les médecins et les infirmières allemandes pleurer. De vraies larmes pour l'un des leurs, mais aussi pour les soldats alliés qu'ils n'avaient pas pu sauver. La douleur était universelle. La perte était universelle. À ce moment-là, j'ai compris, déclara Richardson en 1989. Il n'était pas différent de nous. Il pleurait, il souffrait, il se battait pour sauver des vies. Peu importe à qui elles appartenaient. La guerre nous avait transformés en ennemis, mais l'humanité nous avait transformés en frères. Les liens entre les prisonniers et les soignants se sont approfondis. Sœur Anna Bergman apprit l'anglais pour mieux communiquer avec ses patients. Elle leur lisait des lettres de chez eux, les aidait à écrire des réponses. David O'Connor, un soldat canadien, ne pouvait pas écrire. Sa main droite avait été amputée. Anna écrivit ses lettres à sa femme à Toronto. Chaque jeudi, ils s'asseyaient ensemble, et O'Connor dictait ses mots. Anna les notait, mot pour mot. Avec soin et respect, O'Connor écrivit plus tard. Anna m'a rendu ma voix. Grâce à elle, j'ai pu dire à ma femme que j'étais vivant, que je l'aimais. Elle l'a fait volontairement. Personne ne lui a ordonné de le faire. Elle a vu un homme qui avait besoin de joindre sa famille, et elle a aidé. Ça, c'est l'humanité. Au cours de l'hiver 1944, les conditions se dégradèrent. Les bombardements alliés détruisirent les lignes d'approvisionnement. Les médicaments se firent rares, la nourriture aussi, mais le traitement ne changea pas.
Le docteur Hartmann partageait ses propres rations avec les patients. Sœur Anna utilisa son argent personnel pour acheter des bandages supplémentaires au marché noir. Les médecins allemands préféraient souffrir de la faim plutôt que de laisser leurs patients souffrir. Le capitaine Robert Mitchell se souvint de Noël 1944. L'hôpital de campagne n'avait presque pas de nourriture. Mais le docteur Becker organisa une petite fête. Le personnel allemand partagea ses rations. Ils chantèrent des chants de Noël. Stille Nacht en allemand, Silent Night en anglais. Des ennemis blessés, côte à côte, célébrèrent la naissance du Christ. Mitchell écrivit « À ce moment-là, s'il n'y avait pas de guerre, seulement des gens qui trouvaient de l'espoir ensemble. » Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'hôpital de campagne 203, entre juillet 1944 et avril 1945, un total de 1847 soldats alliés blessés furent traités. Parmi eux, 1612 survécurent, un taux de survie de 87,3%. Au cours des derniers mois de la guerre, alors que les ressources étaient presque épuisées, le taux chuta à 80,2%. Toujours remarquable, toujours supérieur à celui de nombreux établissements alliés. Le docteur Hartmann réalisa personnellement 412 opérations sur des soldats alliés. 394 survécurent, un taux de réussite de 95,6%. Sa spécialité était les opérations de sauvetage des membres. Sur 127 soldats arrivés avec des amputations imminentes, Hartmann sauva 103 membres, 81,1%. William Richardson était l'un d'eux. Ces statistiques n'étaient pas que des chiffres, c'étaient des VII. Richardson retourna à Marseille en 1945, se maria, eut 4 enfants, travailla comme enseignant pendant 35 ans. Sa jambe boitait légèrement, mais elle fonctionnait. Grâce au docteur Hartmann, Mitchell dansa au mariage de sa fille en 1958. Grâce au docteur Becker, O'Connor apprit à écrire de la main gauche, devint journaliste, grâce à sœur Anna. Mais l'impact le plus profond était émotionnel. Beaucoup de ces hommes luttèrent contre la réalité que leurs ennemis les avaient de sauver. Leur vision du monde avait été brisée. Le récit simpliste, « Nous sommes bons, ils sont méchants », ne fonctionnait plus. La vérité était plus complexe, plus douloureuse, plus humaine. Richardson écrivit dans son journal en 1946 « Je déteste ce que l'Allemagne a fait pendant la guerre. Je déteste l'idéologie, les atrocités, mais je ne peux pas haïr le docteur Hartmann. Je ne peux pas haïr sœur Anna. Ils m'ont sauvé la vie alors qu'ils auraient pu me laisser mourir. C'est une dette que je ne pourrai jamais rembourser, une gratitude qui ne s'éteindra jamais. » Ces sentiments étaient largement partagés. Après la guerre, beaucoup d'anciens prisonniers ont cherché à retrouver leur sauveur allemand, Richardson par exemple, a retrouvé le docteur Hartmann à Munich en 1952. Les deux hommes se sont embrassés, ont pleuré ensemble. Hartmann a montré à Richardson des photos de sa famille, de son hôpital de campagne. Richardson l'a remercié avec des mots qui ne pourraient jamais être suffisants. Ils sont restés en contact jusqu'à la mort de Hartmann en 1976. Mitchell, lui, a rendu visite au docteur Becker à Hambourg en 1958. Becker était âgé, malade, mais son esprit était clair. « Je me souviens de vous », a dit Becker. « Vous étiez le pilote américain avec la blessure à la colonne vertébrale. Comment va votre dos ?» Mitchell a ri, a pleuré. « Grâce à vous, parfaitement. » Ils ont passé 3 jours ensemble, partageant des souvenirs, partageant des larmes. Becker est décédé en 1961. Mitchell a prononcé l'éloge funèbre. O'Connor, pendant des années, a cherché sœur Anna Bergman. Il l'a retrouvée en 1967, dans un petit village du sud de l'Allemagne. Anna avait 62 ans, était veuve et vivait seule. Quand O'Connor a frappé à la porte et qu'elle a ouvert, elle l'a reconnu instantanément. « David », a-t-elle murmuré. Ils se sont embrassés, ont pleuré.
O'Connor est resté une semaine. Ils ont parlé de la guerre. Des patients, des lettres. Anna les avait toutes gardées, des copies de chaque lettre qu'elle avait écrite pour O'Connor. « Je ne voulais pas oublier », a-t-elle dit. Chaque lettre était importante. Chaque bidas était important. Ces retrouvailles n'étaient pas seulement personnelles. Elles étaient historiques. Elles ont montré que, même dans la guerre la plus sombre, l'humanité pouvait survivre, que des ennemis pouvaient devenir des amis, que la réconciliation était possible. L'importance historique de ces soins médicaux ne peut être sous-estimée. Elle a montré que les conventions de Genève n'étaient pas que des mots, que les médecins prenaient leur serment d'Hippocrate au sérieux, même dans des conditions extrêmes, que l'humanité ne dépendait pas de la nationalité. Mais cela a aussi montré la complexité de la guerre. Les forces armées allemandes ont commis d'horribles atrocités, l'Holocauste. Des crimes de guerre sur le front de l'Est, des massacres de civils. Cette réalité ne peut jamais être ignorée. Pourtant, au sein de cette obscurité, il y avait des rayons de lumière, des hommes et des femmes, individuellement, qui ont choisi de rester humains. Dr Hartmann, Dr Becker, Sœur Anna et des milliers d'autres. Ils n'ont pas seulement sauvé des vies, ils ont sauvé des âmes, les âmes des prisonniers, qui ont appris que les ennemis pouvaient être complexes, les âmes des Allemands, qui ont conservé leur humanité, alors que tout autour d'eux devenait inhumain. Richardson l'a dit le mieux dans sa dernière interview en 1995. Peu avant sa mort, le docteur Hartmann a sauvé plus que ma jambe, il a sauvé ma foi en l'humanité. Il m'a montré que, même en guerre, même entre ennemis, la compassion peut exister. C'est son véritable héritage, pas les opérations, pas les statistiques, le souvenir que nous sommes tous des êtres humains. Les chiffres racontent l'histoire de la survie. On estime que 67 000 bidas alliés blessés ont été soignés dans des hôpitaux de campagne allemands. Plus de 55 000 ont survécu, 55 000 vies sauvées par des ennemis, 55 000 hommes qui sont rentrés chez eux, ont fondé des familles, ont raconté des histoires d'humanité allemande que personne n'attendait. Ces histoires ne sont pas une excuse pour les crimes de guerre allemands, elles ne sont pas une banalisation de l'Holocauste, elles sont simplement la vérité, compliquée, douloureuse, humaine. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas noire et blanche, que des actions individuelles peuvent exister dans un système du mal, que l'humanité ne meurt jamais complètement. Ce ne sont pas seulement des statistiques provenant d'archives poussiéreuses, ce sont les moments qui montrent que l'humanité, même dans la guerre la plus sombre, peut survivre, de vraies personnes, de vraies décisions, de vraies vies sauvées. Mon grand-père a servi pendant la guerre. Il m'a parlé de brancardiers allemands, qui l'ont sorti d'un char en flammes, l'ont soigné, l'ont sauvé. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Cela soutient directement l'accès à plus de témoignages directs, plus de documents d'archives, plus d'histoires de famille, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, à interviewer des familles d'anciens combattants, à raconter l'histoire complète, pas seulement le récit simple. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'expérience humaine, les sacrifices, les survivants, les moments inattendus de grâce. Les implications modernes sont profondes. Les conventions de Genève, qui ont rendu ce traitement obligatoire, ont été élargies et renforcées après la guerre. Les soins médicaux aux prisonniers de guerre sont devenus la référence absolue. Mais le véritable héritage est humain, les milliers d'hommes qui n'ont jamais oublié leurs sauveurs ennemis, les familles qui ont entendu ces histoires et ont appris que la haine ne doit pas être absolue.
Les documents récemment déclassifiés des archives allemandes et alliées confirment ces histoires. Les registres des hôpitaux de campagne, les dossiers des patients, les rapports de la Croix-Rouge. Tous montrent le même schéma. Des médecins allemands qui ont pris leur devoir au sérieux, qui ont sauvé des vies, peu importe l'uniforme, qui ont placé l'humanité au-dessus de la nationalité. Le journal du docteur Hartmann, publié en 2003 par sa petite-fille, contient ces lignes datées du 20 juin 1944. Aujourd'hui, j'ai opéré 8 bidas britanniques. Tous ont survécu. Je ne vois aucune différence entre eux et mes patients allemands. La douleur est universelle. La souffrance est universelle. Mon devoir est de guérir, pas de juger. Quand cette guerre se terminera, je saurai que j'ai respecté mon serment, que j'ai sauvé des vies et non détruit. Les lettres de sœur Anna Bergman à sa sœur, plus tard archivées, montrent le même dévouement. Je soigne des jeunes Britanniques, Américains, Canadiens. Ils sont si jeunes, si effrayés. Je vois dans leurs yeux la même peur que dans les yeux de nos bidas allemands. Ils ne sont pas des ennemis. Ce sont des jeunes, loin de chez eux, qui veulent rentrer. Je ferai tout ce que je peux pour les aider. Ces mots ne sont pas de la propagande. Ils sont la vérité humaine. Ils montrent que, même dans une guerre idéologique, la conscience individuelle pouvait survivre, que les médecins, les infirmières, les brancardiers pouvaient choisir de conserver leur humanité. L'analyse statistique est sans équivoque. Les hôpitaux de campagne allemands sur le front de l'Ouest ont atteint des taux de survie entre 80 et 90% pour les bidas alliés blessés. Pour les opérations complexes, les interventions de sauvetage des membres, les opérations de la colonne vertébrale, les traitements des blessures abdominales, les taux de réussite étaient souvent plus élevés que dans les établissements alliés. Non pas parce que la médecine allemande était supérieure, mais parce que les médecins allemands ont choisi de faire de leur mieux, peu importe pour qui. Le coût humain était énorme. Nombreux sont les médecins et infirmières allemands qui périrent sous les bombardements alliés, alors qu'ils soignaient des patients. Le docteur Wilhelm Schaeffer mourut en mars 1945. Lorsqu'une bombe américaine frappa son hôpital de campagne, il aurait pu s'enfuir. Au lieu de cela, il resta auprès de ses patients. 47 bidas américains blessés. Il mourut pour les protéger. 39 survécurent. L'infirmière Maria Hoffmann décéda dans des circonstances similaires en avril 1945. Son hôpital de campagne fut touché par l'artillerie britannique. Elle utilisa son corps pour protéger un bidas britannique blessé. Ce bidas, le soldat Henry Walsh, survécut. Hoffmann, non. Walsh vécut jusqu'en 2007. Il se rendait sur sa tombe chaque année. « Elle a donné sa vie pour moi », disait-il. « Pour un ennemi. Je ne l'oublierai jamais. » Ces sacrifices témoignent de la profondeur de leur dévouement, du personnel médical, qui choisit de mourir avec ses patients, plutôt que de les abandonner. Ce n'est pas un simple accomplissement du devoir, c'est une humanité exceptionnelle. Les conséquences de l'après-guerre furent complexes. De nombreux médecins allemands furent interrogés par des tribunaux militaires alliés. Certains furent condamnés pour des crimes commis sur le front de l'Est, mais ceux qui servirent sur le front de l'Ouest furent presque tous acquittés. D'anciens patients témoignèrent en leur faveur. Richardson témoigna pour le docteur Hartmann, Mitchell pour le docteur Becker, O'Connor pour l'infirmière Anna. Leurs témoignages sauvèrent des vies, comme ces personnes avaient sauvé les leurs. Le mouvement de réconciliation des années 1950 et 1960 fut en partie motivé par ces liens. D'anciens ennemis, devenus amis, travaillèrent ensemble pour la paix. Ils prirent la parole dans les écoles, écrivirent des livres, partagèrent leurs histoires. Leur message était simple. L'humanité est possible. Même en temps de guerre, la réconciliation est possible, même après la haine. Richardson devint un militant pour l'amitié franco-allemande. Il voyagea à travers la France, prit la parole dans les écoles, raconta l'histoire du docteur Hartmann. La haine est facile,
disait-il. La compréhension est difficile. Mais nous devons essayer de comprendre. Non pas pour excuser, non pas pour oublier, mais pour comprendre que les gens sont complexes et que les ennemis peuvent être humains. Mitchell créa une fondation pour soutenir les orphelins de guerre allemands. Le docteur Becker m'a rendu la vie, expliqua-t-il. Le moins que je puisse faire, c'est d'aider les enfants allemands qui ont perdu leur père. La fondation aida des milliers d'enfants, soutenant l'éducation, les soins médicaux, le suivi psychologique. O'Connor devint journaliste, spécialisé dans les histoires de réconciliation. Il écrivit des dizaines d'articles sur d'anciens ennemis, devenus amis. Son livre, Lettres d'Anna, publié en 1973, devint un best-seller. Il y racontait son histoire et celle de dizaines d'autres soldats, sauvés par les soins médicaux allemands. Dans ce livre, O'Connor décrivait un moment particulièrement émouvant de juillet 1944. Un jeune bidasse américain, Thomas Baker du Texas, était en train de mourir. Un obus avait perforé ses poumons. Il pouvait à peine respirer. L'infirmière Anna resta assise à son chevet toute la nuit, lui tenant la main, lui chantant doucement des chansons. Baker mourut à 4h17 du matin. Anna pleura. Elle ferma ses yeux, croisa ses mains, puis elle écrivit une lettre à sa mère à Dallas. Elle décrivit à quel point il avait été courageux, comment il avait souri jusqu'à la fin, comment il n'avait pas souffert. Des mensonges pieux. Baker avait terriblement souffert. Mais Anna voulait que sa mère trouve la paix. La mère de Baker, Sarah Baker, reçut la lettre en octobre 1944 par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Elle la conserva jusqu'à sa mort en 1969. Dans son testament, elle la légua aux Archives nationales à Washington. Elle y repose encore aujourd'hui. Témoignage de l'humanité allemande, écrit par une infirmière qui pleura pour un ennemi. Ces petits actes de bonté s'additionnèrent pour former quelque chose de plus grand. Ils montrèrent que la guerre ne pouvait pas détruire toute humanité, que les décisions individuelles de soigner plutôt que de haïr avaient de l'importance, que cette importance transcendait les générations. Ces histoires transformèrent les perceptions du public. Dans les années 1950, l'Allemagne était l'ennemi. Dans les années 1970, l'Allemagne était un allié. Cette transformation ne fut pas seulement le résultat de la politique. Elle fut le résultat de liens individuels, grâce à des hommes comme Richardson, Mitchell, O'Connor, qui montrèrent que la réconciliation était possible. Les progrès médicaux issus de ces expériences furent également importants. De nombreuses techniques développées par les médecins allemands, opérations de sauvetage des membres, traitement du choc, transfusion sur le terrain, furent adoptées à l'échelle internationale après la guerre. Les méthodes du docteur Hartmann pour les amputations complexes furent citées dans les manuels de médecine. Les techniques du docteur Becker pour la colonne vertébrale devinrent la norme. Mais l'héritage le plus important est humain, le souvenir, que même dans la guerre la plus sombre, même entre les ennemis les plus acharnés, l'humanité peut survivre, que les médecins peuvent guérir, que les infirmières peuvent soigner, que les secouristes peuvent sauver, peu importe qui, peu importe quand. William Richardson mourut en 1998 à l'âge de 76 ans. Son dernier souhait était que ses cendres soient enterrées à côté de la tombe du docteur Hartmann. La famille de Richardson réalisa ce souhait. Les deux hommes, autrefois ennemis, puis amis, enfin frères, reposent côte à côte à Munich. Le capitaine Robert Mitchell mourut en 2003 à l'âge de 84 ans. Lors de ses funérailles, on chanta « Douce nuit, sainte nuit » en allemand et en anglais. Son fils lut la dernière lettre du docteur Becker à Mitchell. « Vous étiez mon patient, vous êtes devenu mon ami, vous êtes mon frère. Les frontières qui nous séparaient n'ont jamais été réelles. Seule l'humanité qui nous unissait était réelle. » David O'Connor mourut en 2010 à l'âge de 88 ans. Ses dernières paroles furent « Merci, Anna, pour tout. »
L'infirmière Anna Bergman était décédée en 1989. Mais son héritage vit dans les écrits d'O'Connor, dans ses histoires. Dans la mémoire de milliers de personnes qui ont lu ses livres, ces hommes sont des symboles pour des milliers d'autres bidasses blessés qui furent sauvés par des médecins allemands, des symboles de la vérité complexe de la guerre, des symboles du pouvoir de la réconciliation. Leurs histoires nous rappellent que l'histoire n'est pas simple, que le bien et le mal peuvent coexister, que l'humanité individuelle peut survivre dans un système d'inhumanité. Ce n'est pas une excuse pour les crimes de guerre, ce n'est pas une banalisation de l'Holocauste, c'est simplement la vérité, douloureuse, complexe, humaine. Les chiffres sont clairs, plus de 55 000 bidasses alliés ont survécu. Parce que des médecins allemands ont choisi de les sauver, 55 000 vies, 55 000 familles, des générations qui existent, parce que des ennemis sont devenus des sauveurs. Mais le vrai chiffre est incommensurable. Les vies émotionnelles qui furent sauvées, les visions du monde qui furent bouleversées, les liens indéfectibles qui se sont tissés, la réconciliation qui devint possible. Voilà l'héritage de ces récits. Bien plus que la simple survie, une véritable transformation. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces histoires? Mes spectateurs ont partagé des récits familiaux inouïs, des grands-pères sauvés dans des hôpitaux de campagne allemands, des lettres de médecins de la forces armées allemandes retrouvées dans les greniers, des amitiés d'après-guerre qui ont traversé les générations. N'hésitez pas à partager l'histoire médicale de guerre de votre famille dans les commentaires. Chaque commentaire est une parcelle d'histoire que nous préservons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes, douloureuses, mais emplies d'espoir, nous survivent à tous. Car c'est dans ces histoires que réside la vérité. L'humanité ne meurt jamais complètement. Même dans les guerres les plus sombres, il existe une lueur d'espoir.